L'ADN, on en entend beaucoup parler, mais pourtant, est-ce qu'on le comprend vraiment? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Étienne Vernas. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors Étienne, tu es ingénieur en génie physique, docteur en physique-chimie et un habitué de cette chaîne maintenant. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet fascinant, l'ADN humain. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis régalé de découvrir. Et finalement, je parlais la dernière fois de la Terre qui était unique et extraordinairement faite. Et finalement, ça, on s'est mis un peu dans l'infiniment grand, en tout cas un peu dans le cosmos, les yeux dans les étoiles. Là, en regardant ça, moi, je me suis émerveillé. Alors, beaucoup des diapositives que je vais vous montrer viennent de mon ami André Hegen, qui lui est un spécialiste. Mais je me suis émerveillé de ça. Et quand on s'émerveille, on a envie de le partager. On a envie de le dire. Parce qu'en fait, par n'importe quel bout qu'on prenne, toute la création parle du Créateur. Hmm. Alors, c'est parti. OK. Euh, quand on parle d'ADN, certains disent que c'est une encyclopédie, d'autres que c'est un plan de construction. Toi, tu le décrirais comment? C'est quoi ta Je métaphore dirais, préférée? c'est tout ça à la fois. C'est et plus encore. Alors, on va le regarder un petit peu. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir tout de suite voir quelques éléments. Donc, pour moi, l'ADN, je le définis comme le génie de Dieu pour la vie. On va voir que l'ADN a été utilisé par Dieu pour tout ce qui est vivant, soit des plantes, des animaux ou pour nous-mêmes. Pourquoi pas faire passer les diapositives? Qu'est-ce qui va? Peut-être tout simplement ça. Pourquoi ça passe pas les diapositives? C'est bloqué. Ah ben voilà, je vais le faire avec la souris, ça marche. OK. Dieu a créé le vivant à partir de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et on va retrouver les mêmes atomes quelque part qui vont de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, toutes sortes du carbone bien sûr. Et ces atomes vont former tout le vivant, qu'il soit biologique, qu'il soit animal ou qu'il soit humain. Et ce qui donne la vie, c'est le souffle de Dieu. La Bible est claire, c'est le souffle de Dieu. Mhm, Tu peux essayer d'arranger tous les atomes comme tu veux, tu peux essayer de reproduire les atomes de n'importe quelle cellule animale ou végétale, eh bien, il n'y aura pas la vie. Aucun homme n'a jamais réussi à créer la vie. Et c'est le souffle de Dieu qui tout d'un coup va animer, et ce souffle de Dieu va faire un programme extraordinaire, programme de la vie qui va être inscrit dans l'ADN. Alors, et pour parler de l'ADN, il faut remettre quelques bases. Donc déjà, le corps est fait de cellules, toutes choses vivantes en fait, est constitué d'infimes parties que nous appellerons des cellules. La cellule, c'est vraiment la plus petite unité de la vie. L'être humain, c'est plus de 30 000 milliards de cellules. Alors, ça varie suivant un individu à l'autre, mais c'est plutôt entre 30 et 60 000, suivant qu'on est très fort ou pas très, très gros. Donc, voilà, un nombre considérable de cellules. Chaque seconde, près de 2000 cellules meurent, mais heureusement, il y en a d'autres qui apparaissent, et c'est quelque chose qui est vivant, qui se renouvelle. Alors, nos cellules, elles sont à la fois différentes et toutes les mêmes. Donc, il va y avoir ce mystère qu'il y a des cellules osseuses, des cellules de muscles, des cellules de cœur, des cellules de nerfs, et qui ont toutes le même code à l'intérieur du noyau, la même instruction, et pourtant qui vont être différenciées. On va voir comment. Alors, voilà une vue d'une cellule en coupe. Au milieu, on a le noyau. Et c'est là qu'va être tout le concentré d'informations. Et puis tout autour, on a toutes sortes de choses qui vont représenter des systèmes de toutes sortes. On va pouvoir en parler. C'est une véritable encyclopédie du vivant. Donc c'est quelque chose qui effectivement donne un plan détaillé de la construction. Dans cela, il y a déjà toutes les informations pour savoir si tu auras les yeux bleus, si tu seras comme ci ou comme ça. Il y a toute l'information pour la construction, mais il y a aussi comment doivent fonctionner tes yeux, comment doivent fonctionner tes reins, quelles protéines tu dois avoir pour digérer le lait ou toutes sortes d'autres choses. Donc, vraiment, il y a une encyclopédie extraordinaire qui permet que tous les organes fonctionnent et fonctionnent sérieusement. Alors, ADN, c'est un nom acide désoxyribonucléique, donc on préfère simplifier en ADN. C'est une molécule qui est très grande, mais qui en fait est formée
de toutes petites, de petites molécules et qu'on va appeler A, T, C et G. Donc, peu importe les noms si on n'est pas biologiste, mais ça va être comme un alphabet dans lequel Dieu va écrire l'ensemble du vivant et c'est extraordinaire. Et donc, si on voulait faire une comparaison, puisqu'on est bien habitué aux ordinateurs actuellement, on dirait que la membrane autour de la cellule, c'est le boîtier de mon ordinateur, que les pores et les canaux, c'est nos interfaces, que les mitochondries, c'est les blocs d'alimentation électrique, que les ribosomes, c'est l'unité centrale, que le noyau, c'est le boîtier du disque dur, et qu'à l'intérieur du noyau, il y a les chromosomes, il y en a 23 paires chez les êtres humains, qui sont vraiment le disque dur qui contient l'information. Et dans Hmm. les chromosomes, bien sûr, c'est l'ADN. Donc on peut dire que notre corps fonctionne comme une machine, Alors, il suit une des extraordinaire instructions sont machine, codées. mais une machine d'une complexité qu'aucun homme n'a jamais réussi à faire. Une machine où il y a tous ces organes parfaitement coordonnés qui fonctionnent ensemble. Donc, c'est une analogie. Je dirais que on ne se résume absolument pas à un ordinateur, mais cette Hmm. analogie permet de comprendre un petit peu qui fait quoi. Donc, la taille d'une cellule doit être 20 microns, c'est 2 centièmes de millimètre. Ouais. Alors, qu'on soit un animal, une plante ou un être humain, on a tous de l'ADN dans nos cellules et un ADN qui a beaucoup de choses en commun. L'ADN, donc, c'est une information codée qui est sur une longue chaîne où il y a plein de lettres A, B, A, G, T, C qui vont être dans un ordre, exactement comme dans un bouquin, parce que les lettres sont, ça fait des mots, les mots font des phrases et les phrases permettent de donner des instructions. Donc, voici les quatre lettres répétées. On appelle ces lettres des nucléotides. Donc, ces quatre nucléotides vont former l'ADN. Donc, une séquence, ça va être un ordre dans lequel ces lettres apparaissent pour pouvoir coder pour différentes protéines, pour différentes fonctionnalités de l'ADN. Dans notre cellule, chaque cellule a le même ADN, c'est-à-dire dans toutes nos cellules, on a un ADN. Dans le génome humain, c'est 3 milliards, 3,2 milliards de nucléotides. Ça fait un grand, grand nombre de lettres. Si tu voulais mettre dans des bouquins, il faudrait à peu près 200 bottins de 1000 pages chacune, et c'est ce concentré d'informations qui tient dans moins qu'une tête d'épingle. Le noyau de la cellule, c'est minuscule. Mais en même temps, quand j'étais à l'école, j'avais entendu dire que, il y avait une grande partie de cet ADN qui servait à rien. C'était ce qu'on Alors, on appelle va y l'ADN venir tout à poubelle. l'heure. Là, tu D'accord. anticipes un petit peu sur ce que je vais dire dans pas longtemps, D'accord. et on va y revenir sur cette ADN poubelle. En fait, donc, ces 3 milliards de caractères, si tu les développais, tu aurais une chaîne d'environ 2 mètres. Donc, dans chaque cellule, on a une quantité d'ADN qui est importante, même si c'est tout petit, ça serait sur une très grande longueur. Et en fait, la manière dont c'est quelque part embobiné paraît complètement aléatoire. C'est un peu comme un paquet de nouilles bien cuites que tu ferais tomber dans une assiette, et ça semble complètement au hasard. Pourtant, si on essaye de fabriquer ça et que par nous-mêmes, ça ne fonctionne pas. Là, il semble que ce qui est aléatoire, et en fait, il y a encore toute une intelligence qu'on ne maîtrise pas dans l'organisation de ces ADN pour qu'ils fonctionnent dans un ramassis qui peut paraître complètement aléatoire et qui en fait n'est pas aléatoire, mais juste beaucoup plus difficile à comprendre que c'était des cristaux bien cadrés. Alors, cet enroulement prodigieux permet des densités d'informations extraordinaires, et c'est ça qui forme nos chromosomes. Et ces chromosomes, certains ont des formes qui ont permis d'appeler XY dans la manière dont ils sont empilés, mais au microscope, c'est ces filaments qui paraissent dans tous les sens. Donc, le génome, c'est l'ensemble du patrimoine héréditaire, c'est l'ensemble de toutes les instructions qui gèrent le développement, le fonctionnement, le maintien, la reproduction, l'auto-guérison, tout le fonctionnement de l'organisme. Donc, on a vu que l'alphabet, c'est 4 lettres. Oui. Les mots, c'est des mots très courts, 3 lettres seulement. Les phrases, ce qu'on appelle les gènes, peuvent contenir quelques centaines ou quelques milliers de mots, et ça suffit pour donner l'ordre de fabriquer telle ou telle protéine. Et le génome, donc, c'est comme une encyclopédie dans laquelle il y a de nombreux gènes, de nombreuses phrases qui vont donner les bons ordres et qui sont tous contenus dans nos chromosomes. Donc, les chromosomes, c'est différents volumes de l'encyclopédie.
Donc, ce qui est très étonnant, c'est que toutes nos cellules ont la même information, et pourtant certaines sont des cellules de cœur, d'autres des cellules de muscle, d'autres des cellules de nerfs. Et la clé, c'est que, en fait, tous les gènes ne fonctionnent pas nécessairement. Certains gènes peuvent être allumés, et d'autres peuvent ne pas être allumés. Donc là, j'ai donné quelques exemples, ça vient de mon ami André Hegen, donc de gènes qui codent pour fabriquer une enzyme qui permet de digérer le lait, une autre type d'enzyme qui permet la contraction musculaire, une autre qui produit le collagène et dont on a besoin pour la peau et les cartilages, une autre qui produit l'hémoglobine dont on a besoin pour le transfert d'oxygène dans le corps, etc. Donc, plein de gènes qui chacun apporte une fonctionnalité à l'être. Donc, ces gènes, je peux dire, certains peuvent être off, éteints, et d'autres allumés. Et donc, il y a un nombre incalculable de combinaisons. On peut allumer celui-là et éteindre celui-là, ou allumer celui-là et celui-là et éteindre celui-là et celui-là. Et donc, c'est ça qui va différencier la fonctionnalité qui va s'exprimer dans tel ou tel muscle. Au départ, nos cellules ne sont pas différenciées. Puis, au fur et à mesure de la formation de l'être humain, mais ça serait pareil pour un animal, eh bien, des cellules vont se différencier en allumant ou en éteignant certaines parties. Donc, certaines vont devenir cellules nerveuses, cellules musculaires, cellules intestinales, etc. Et on reviendra ça sur la fin, parce que, bien sûr, le fait que ça puisse être allumé ou éteint détermine comment va fonctionner la cellule, mais on va voir que ça peut ouvrir à d'autres pistes. Il peut y avoir d'autres choses qui les allument et qui les éteignent, et que à génome identique, il peut y avoir des comportements qui ne soient pas identiques. Hmm. Donc, la séquence d'ADN de chaque individu est unique, même si on verra que tous les humains, on a le même ADN à 99,9%. Le 0,1% d'écart est suffisamment spécifique pour que, à travers une analyse génétique, on puisse identifier avec une certitude quasiment un individu. Ok. Parce que même 0,1% de différence entre tous les humains, ça laisse encore, sur 3 milliards de bases, ça laisse encore plusieurs millions de combinaisons et nombreux millions de combinaisons possibles. Donc, si tu as 1 million de lettres qui peuvent être combinées dans une infinité de manières, ça permet de distinguer chaque individu. Donc 0,1% de différence suffit mais entre tous les individus. On verra après pour les autres les comparaisons avec les animaux ou avec les plantes. Alors la structure de l'ADN, elle est géniale parce qu'en face d'un T, il doit toujours y avoir un A. C'est une structure en hélice, en double hélice. Et en face d'un G, il doit y avoir un C. Et dans cette structure-là, c'est absolument formidable parce que ça permet plein de choses. D'abord, on va le voir tout à l'heure, ça donne une densité d'informations extraordinaire, infiniment mieux que tous nos disques durs tels qu'on est capable de les faire. Mais ça permet aussi d'ouvrir la double hélice pour se dupliquer. Parce que si on ouvre, pour dupliquer une cellule, eh bien pour dupliquer un noyau, il suffit qu'en face du T, on remette un A, en face du G, on remette un C, etc., pour que le corps sache reproduire et donc se dupliquer. Et donc, ça permet la reproduction de nos cellules. Le deuxième point, c'est que ça permet la guérison. Là, notre ADN est auto-guérissant. Il a un taux de réparation extraordinaire. C'est-à-dire que si une mutation vient virer ce T, l'organisme sait qu'en face du A, il faut un T, il va remettre un T. Et donc, s'il n'y avait pas cette double hélice, les défauts, c'était très difficile de les réparer. En fait, notre organisme, en permanence, subit des défauts parce qu'il y a des rayonnements et des rayonnements cosmiques, parce qu'on est auto-irradiant, parce que le stress oxydant fait des défauts également. Mais en permanence, notre corps les répare et les répare avec un taux de succès extraordinaire. Un taux de succès de 10 à la puissance 18. Ça veut dire que tous les milliards de milliards, il peut y avoir une mauvaise réparation. Mais aucune usine arrive à ce taux de succès. Aucune usine arrive à sortir quoi que ce soit en faisant un sans faute que tous les milliards de produits. Hmm. Et le corps humain répare avec ce taux-là. Et puis quand, une fois tous les milliards de milliards, il y a une mauvaise réparation, il y a encore un mécanisme génial, c'est l'apoptose. La cellule se suicide, de manière à ne pas laisser une cellule mal réparée qui risquerait peut-être d'évoluer vers un cancer. La cellule mal réparée va encore s'éliminer. Et ça, c'est la sélection naturelle qui ne crée pas d'information,
mais qui justement permet de maintenir une information bien réparée en éliminant ce qui est défectueux. Donc, c'est un système génial. Alors, système génial qui aussi permet donc une densité d'informations absolument extraordinaire. Vous voyez, c'est tout petit. Là, on est du nanomètre, c'est-à-dire le milliardième de mètre. Et là, on est à 2 nanomètres. Donc, c'est minuscule. Même si étalé, ça ferait 2 mètres, c'est des choses extrêmement petites. Et c'est un concentré d'informations tel qu'on n'a jamais réussi à le faire, nous les humains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui font de l'informatique et qui cherchent à augmenter les capacités se tournent beaucoup vers le vivant pour essayer d'imiter ça, parce que c'est de loin mieux que tout ce qu'on sait faire avec du silicium ou des disques durs divers. Si on regarde par exemple l'information contenue d'une tête d'épingle qui ferait 1 millimètre de rayon, donc on peut calculer le volume, ça fait 4 millimètres cubes. Dans un volume pareil, eh bien, on pourrait mettre 10 puissance 18 caractères par millimètre cube, donc 4 fois plus dans cette tête. Du coup, on aurait 4 10 puissance 18 caractères dans ce volume. Et si maintenant on voulait les mettre dans un bouquin, eh bien, il faudrait 492 piles de livres allant de la Terre à la Lune pour mettre l'information qui est dans une tête d'épingle d'ADN. Je ne sais pas si tu vois 492 piles de livres allant de la Terre à la Lune, hein, qui fait quand même pas mal de milliers de kilomètres. Donc, c'est le Graal aujourd'hui des gens qui font de la recherche sur le stockage de l'information. C'est l'ADN, on est loin d'être capable de faire aussi bien que Dieu pour le stockage de l'information. On est complètement dépassé, écrasé par cette capacité de stockage d'information extraordinaire. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est l'avenir du stockage des données. En fait, c'est vrai que énormément de progrès dans la science viennent du biomimétisme. Dieu fait toujours mieux que nous. C'est en regardant comment la nature fait qu'on a fait énormément de progrès. Et certainement, on fera des progrès dans le stockage des données grâce à cette structure extraordinaire de stockage d'informations. Hmm. Alors, c'est 1 million de gigabits par centimètre cube d'ADN. C'est 10 milliards de fois mieux qu'un stockage sur nos disques durs ou sur un CD. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, si tu regardes 3 milliards de bases, tu regardes le nombre de combinaisons possibles de 4 lettres. 4, c'est 4, le nombre de combinaisons, c'est 4 à la puissance 3 milliards. C'est un nombre, là j'ai fait une petite erreur, c'est 10 à la puissance 1,8 milliard. Donc, 10 à la puissance 1,8 milliard, c'est quasiment l'infini. C'est quelque chose, c'est un nombre inimaginable, tu vois. C'est 10 et puis on va dire 2 milliards à la puissance 2 milliards. C'est un nombre tellement grand qu'on ne peut pas l'imaginer. Quand tu Hmm. imagines que dans l'ensemble du cosmos, il y a à peu près 10 puissance 80 atomes, tu te rends compte que 10 à la puissance 2 milliards, c'est juste l'infini. Ça veut dire que tu n'as aucune chance qu'une structure comme ça se forme par hasard. Le nombre de combinaisons, tu peux faire pendant des milliards d'années une combinaison toutes les fractions de microsecondes, ça ne suffirait pas pour que ça puisse se former par le moindre art, Hmm. vu le nombre de combinaisons. L'ADN humain contient plus d'informations que l'Encyclopædia Britannica. Si le texte entier de l'encyclopédie arrivait en code informatique depuis l'espace, pof, ça nous tombe dans le jardin, la plupart des gens verraient ça comme la preuve d'une intelligence extraterrestre ou terrestre, hein. Mais afin que quelqu'un est derrière. Mais quand on le voit dans la nature, on dit non, non, c'est juste des forces aléatoires. Et ça, on rejoint ce que j'avais déjà dit lorsque je regardais vers les plus grands, vers le cosmos. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Je crois Exactement. qu'une organisation aléatoire puisse fabriquer un programme aussi élaboré et aussi compliqué avec cet ensemble de ces lettres. Il faut vraiment beaucoup de foi pour croire qu'il n'y a pas un créateur derrière. Alors, si tu regardes maintenant, tu vois que Dieu nous a fait vivants. En 60 secondes, le corps fabrique une chaîne d'ADN de 100 000 kilomètres. C'est-à-dire, depuis qu'on parle, l'ADN que tu as fabriqué ou que j'ai fabriqué aurait pu faire plusieurs fois le tour de la Terre, vu le nombre de cellules qu'on a. Donc, on a quelque chose de dynamique qui s'auto-répare, qui se construit, qui se duplique. Quand le génome humain a été décodé, c'est vers l'an 2000, il y avait un programme américain et le responsable, c'était Francis Collins. Il dit,
quand vous avez pour la première fois devant vous ce livre d'instructions de 3,1, 3,2 milliards de lettres, recélant une multitude d'informations et que toutes sortes de mystères au fil de l'humanité, vous ne pouvez pas examiner cela page après page sans éprouver un sentiment de crainte. Je ne peux rien faire, mais seulement contempler ces pages et avoir un vague sens que cela me donne un aperçu de l'Esprit de Dieu. Et tous les Hmm. politiques ont dit, aujourd'hui, nous apprenons la langue dans laquelle Dieu a créé la vie. Parce que c'est... Alors, il y a eu un engouement à ce moment-là. On a dit, ça y est, on a tout compris du vivant. Maintenant, on a décodé le génome humain. Peu après, on avait décodé la vache, on avait décodé d'autres, etc. Et on a dit, ça y est, on a tout compris. Et là, effectivement, on pensait que parce qu'on avait compris qu'il y avait des gènes et que certains codaient pour ceci ou pour cela, ça y est, on avait tout compris. C'est là qu'effectivement, on était arrivé au fait que finalement, il n'y avait que les gènes qui représentent 1 à 2 de la longueur du génome qui servaient à quelque chose et que tout le reste, c'était de l'ADN poubelle. Et ça avait été vu comme quelque chose qui sert à rien, mais qui est un résidu d'évolution. Comme on a évolué, ça aurait balancé tout ce qui sert à rien. Honnêtement, cette histoire d'ADN poubelle qu'on nous apprenait à l'école jusqu'à l'an 2000 et quelques, moi, m'a toujours gêné parce que j'ai jamais cru que la manière de fonctionner de mon père, c'était de faire 98% de déchets pour 1% ou 2% dont il aurait eu besoin. Donc, ça me Hmm. paraissait pas très juste. Mais bon, je n'avais pas d'éléments pour contredire l'ADN poubelle, c'est pas mon domaine de recherche. Et à ce moment-là, effectivement, on s'est servi de ça pour dire, regardez, l'homme et le singe, c'est vraiment très proche. Avec le chimpanzé, alors il y avait 98, 99 suivant les gens. Et on a tout de suite dit, ben, vous voyez, l'homme descend du singe, la preuve du chimpanzé, c'est quasiment identique, 99%, 98,8%. Mais à l'époque, on ne parlait pas de la souris qui était encore plus proche d'après ce qu'on disait. Alors c'est sûr que si on avait mis la souris à la place du chimpanzé, dans le narratif, ça aurait fait un peu de tâche. Alors on préférait mettre le chimpanzé. Mais c'est pour montrer que c'est assez ridicule de juste faire cette comparaison. C'était pour essayer d'appuyer ce narratif. Mais ce Est-ce que c'est pour narratif s'est cette... Est-ce que... écoulé. Attends. Est-ce que c'est pour cette raison que justement on fait beaucoup de tests sur les souris et les rats quand on fait de la recherche en sciences médicales? Alors, en partie, c'est ça. Il y a aussi que c'est des bêtes qui se reproduisent vite, qui sont assez faciles à vivre. C'est plus facile que de faire ça sur des lions, hein. Donc, tu peux en avoir rapidement des centaines, des milliers. Et effectivement, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont proches, qui permettent de passer plus vite, de penser que ça pourrait s'appliquer aussi à l'être humain. Il faut être prudent Hmm. là-dessus parce que on va voir que cette différence qui paraissait faible, parce qu'on comparait ce qui était comparable en fait. En fait, on comparait des gènes qui produisaient un peu les mêmes choses. Mais en fait, tous les mammifères, par exemple, ils ont besoin d'un gène qui va digérer le lactose. Donc, ben, on va trouver les mêmes. Tous les mammifères qui ont des yeux, ils ont un certain nombre de choses qui codent pour le fonctionnement des yeux. Donc, qu'on retrouve des similitudes, c'est tout à fait normal. Maintenant, cette ressemblance à 99% venait du fait qu'on ne comparait que ce qui était comparable. Et on s'est rendu compte que finalement, les 98% qui soi-disant ne servaient à rien, eh bien, en fait, n'étaient pas la seule partie utile, mais que tout était utile. Et c'est pour ça que les journaux ont publié la fin de l'ADN poubelle. Les chercheurs mettent à jour les fonctions inconnues de l'ADN non codant. Les généticiens sortent l'ADN de la poubelle. En fait, c'était les grandes découvertes des années 2010, 2012, 2014, tu vois, où on a dit finalement, tout est utile et si on veut faire des comparaisons, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'autres informations que les gènes. Pourquoi certains gènes sont allumés et d'autres éteints? Il faut bien qu'il y ait un programmateur derrière tout ça. Il faut bien qu'il y ait d'autres choses qui décident. Et que quand on croyait, parce qu'on avait décodé les gènes, avoir tout compris, en gros, on avait à peu près découvert 5% du problème. C'est un peu comme l'espace. Et c'est pour ça qu'on avait parlé un peu par analogie de matière noire biologique. Quand on croyait avoir tout compris, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on voyait, c'était à peu près 5%, puis qu'il y avait des choses, on appelait matière noire, énergie noire, mais que ce qu'on ne savait pas était beaucoup plus grand que ce qu'on voyait. Et bien là, de la même manière, on avait dit c'est 1 ou 2% qui sont codants, finalement c'est qu'un tout petit bout, mais tout le reste, finalement, code pour des choses, ordonne des choses, fait le chef d'orchestre de qui doit être allumé ou non allumé, mais on a encore tout un champ de recherche gigantesque, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant il faut comparer la totalité de la chaîne et plus seulement les gènes qui se ressemblent. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ce qu'on avait dit qui était 98 ou 99% avec le chimpanzé,
La ressemblance serait plutôt 70 ou 80% suivant les auteurs. Voilà, j'ai cité un journal qui est 70. L'autre jour, mon ami André Guen a dit 80. Peu importe. De toutes les manières, c'est une barrière gigantesque. Quand tu regardes 3 milliards de bases, ne serait-ce que 10% d'écart, tu vois, Oui. ça fait un nombre de mutations extraordinaires qu'il est impossible, quelle que soit la durée de l'évolution, d'obtenir. Donc ça élimine toute possibilité de passer de l'un à l'autre. Mais en plus, quand Hmm. tu regardes, notre ADN, il ressemble à 60% à celui de la banane et à 75% à celui du ver de terre. Ce qui ne veut pas dire qu'on descend ni du chimpanzé, ni de la banane, ni du ver de terre, mais tout simplement que ce même créateur a utilisé un système génial d'information pour créer aussi bien les plantes, les bananes, les animaux, les vers de terre et les hommes. Ce système de double hélice extraordinaire a été utilisé pour l'ensemble du vivant. Et donc, c'est la structure de Dieu pour la vie. Et je donne souvent l'exemple, si tu mettais au mur plein de tableaux de Rembrandt, des grands, des petits, des moyens, si quelqu'un est compétent en art, au premier coup d'œil, il dit ça c'est du Rembrandt, c'est du Rembrandt, c'est du Rembrandt. Moi qui n'y connais rien, il faudrait que je fasse des recherches et après de longues thèses de doctorat, je te dirais j'ai analysé les pigments, j'ai analysé ci. Finalement, c'est le même auteur, c'est la même époque, ça vient de la même carrière, les pigments, la même origine. Donc, c'est le même auteur qui a fait tout ça. Mais à aucun moment, je te dirais, voyez, le grand a accouché du moyen qui a accouché du petit. Tu vois. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a fait pendant longtemps. On a prétendu que s'il y avait des ressemblances, c'est que l'un venait de l'autre. Non, c'est que, et on retrouve la même chose par exemple, dans l'aviation. Si tu prends des choses d'assaut, tu te rends compte qu'il y a certains rivets qu'ils utilisent qui vont servir pour plein de constructions différentes, des petits avions ou des gros chez Dassault, parce qu'ils utilisent ce type de rivet chez Dassault, tu vois. Mais ils l'utilisent pour toutes sortes d'objets différents. Eh bien, c'est Hmm. exactement pareil, mais là, c'est infiniment mieux que des rivets. Là, on est sur une structure extraordinaire avec un programme extraordinaire qui a été utilisé pour faire tout le vivant. Alors, on nous avait aussi dit dans la théorie de l'évolution que finalement c'était parti d'une petite cellule ridicule. Il faut bien voir que du temps de Darwin, on ne connaissait rien de l'ADN. Hein. On pensait que la cellule, c'était un petit sac homogène. Et encore, certains disaient que ça n'existait pas. Mais en fait, avec les microscopes, on n'a pas pu le dire longtemps. Mais on pensait que la cellule, c'était homogène, un petit sac. Donc, et on a dit, mais finalement, une cellule est venue par hasard, puis elle a grossi, grossi, et on nous a un peu vendu que plus l'ADN était grand, finalement, ça allait vers des gens intelligents, élaborés. Là aussi, la connaissance maintenant du génome de plein de choses montre que ça ne tient absolument pas la route. Typiquement, le blé n'est pas plus évolué que l'homme, il est seulement beaucoup plus grand. Le génome est 5 fois plus compliqué que celui de l'homme, 5 fois plus grand. Et à la limite, si tu regardais le pain sylvestre, c'est 21 fois plus grand que l'homme. Tu vois. Donc, mais on ne descend pas du pain sylvestre, et le pain sylvestre n'est pas une super étape d'un homme super évolué, tu vois. Mais Hmm. on voit que le génie de Dieu a été utilisé pour tout le vivant, et d'une manière qui n'est pas, je dirais, l'un vient de l'autre. Tu vois, des pains sylvestres, il y en a eu à côté des hommes, et la longueur du génome n'a rien à voir avec la longueur de l'évolution. Mais voilà, j'en ai dit quelques mots. Aujourd'hui, on sait que la vie, c'est bien plus que l'ADN, puisque on s'est rendu compte de tout un domaine qu'on a appelé l'épigénétique. La génétique, c'est l'ADN, c'est ça. Par exemple, on a fait des expériences sur des souris, encore nos souris, et on a traumatisé des souris. Par exemple, je sais pas, au moment où elles s'approchent de quelque chose qu'elles aiment, il leur faut un choc électrique. Du coup, chaque fois qu'elles voient la sucrerie ou l'appât qu'elles aiment, ils ont une réticence à y aller parce qu'il y a une décharge qui leur arrive dessus. Eh bien, ça ne joue pas sur leur ADN. Ça ne change rien à leur ADN. Mais ça crée des traumatismes qui va les conditionner à agir de telle ou telle manière. Eh bien, aussi étonnant que ça paraisse, leurs rejetons, qui n'ont pas subi aucun traumatisme, vont reproduire ce même problème. Et quand tu vas les mettre devant le même appât, ils vont avoir peur, alors qu'ils n'ont jamais été traumatisés. Et ça a été quelque chose qui a beaucoup étonné les biologistes. Comment se fait-il que ça se reproduise? Et on voit que ça se reproduit jusqu'à 3 ou 4 générations. Dans la Bible, ça ne fait penser à rien, ce truc-là. Un tout petit peu. Eh bien, quand tu vois Dieu qui dit que si tu pêches, si tu fais des traumatismes, si tu fais des... ben, tu amènes la malédiction jusqu'à 3 ou 4 générations.
Alors, en Jésus, bien sûr, il y a une possibilité que ça s'arrête. Mais ça, c'est un autre domaine, je ne vais pas prêcher ici. Mais j'ai trouvé ça passionnant de voir qu'aujourd'hui, l'épigénétique nous permet de voir des choses qui sont inscrites dans la Bible. C'est-à-dire, si moi, je me mets à picoler, par exemple, eh bien, ça ne changera pas mon génome, je me détruirai une fois, mais mon génome sera. Mais je vais me faire des problèmes. Je vais peut-être éteindre certaines choses, le fonctionnement va moins bien fonctionner, et mes enfants, si je me reproduis, vont avoir des défauts de fonctionnement que j'ai réhérités, pourtant le génome sera le même, il n'aura pas Hmm. été touché. Donc aujourd'hui, c'est tout un pan de recherche qu'on appelle la révolution de l'épigénétique. Il y a plein de choses à comprendre. Alors on comprend certaines choses qu'on appelle la méthylation, qui fait que certains gènes sont inhibés ou pas inhibés, fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On voit sur l'épigénétique, joue le moral, joue la température, joue l'alimentation, joue énormément de facteurs extérieurs vont faire que certains gènes sont allumés ou sont pas allumés. Et certainement, dans la microévolution, ceci va jouer un rôle, si tu veux. Certains gènes, par exemple, qui font qu'on a la pigmentation de la peau, eh ben, chez nous, se sont petit à petit plus fonctionnés et on se pigmente plus parce que l'environnement n'était pas nécessaire qu'on ait ça. Et donc, certainement, il y a plein de choses à comprendre aujourd'hui dans la microévolution. Maintenant, ça ne change pas qu'un homme reste un homme, qu'il soit blanc ou noir, hein, et que la différence de génome est extrêmement faible entre tous les humains et d'ailleurs pas plus entre un blanc qu'un noir qu'entre toi et moi. C'est toujours de l'ordre de 0,1%. Donc, il y a tout un pan. Et là encore, ouais, chaque fois qu'on croit qu'on a tout compris, on revient au fait que ce qu'on ne sait pas est plus grand que ce qu'on sait. Et, mais on peut s'émerveiller de l'intelligence qu'il y a, de l'extraordinaire diversité qu'il y a dans le vivant. Et l'extraordinaire, je dirais, oui, intelligence concentrée de génie qu'il y a dans ce code informatique mis dans une tête d'épingle. Mhm. Donc, l'épigénome, c'est tout un champ de recherche qui est aujourd'hui très développé parce qu'on se rend compte de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas mon domaine. Juste, je m'émerveille, tu vois, avec toi. Là, c'est bien transparent d'André Hegen. Euh, je ne veux pas en dire plus, je risque de dire des bêtises, mais je m'émerveille de voir que c'est comme en physique. Quand on croyait que l'atome, on l'avait atteint parce qu'on était au bout, tout d'un coup, on l'a cassé. Pourtant, on avait dit atomos et qu'on ne peut pas le casser. Et puis, s'est rendu compte qu'il y avait des électrons, et des protons. On dit ça, c'est la particule élémentaire. Et puis, le proton, on l'a à nouveau cassé, et ainsi de suite. C'est comme dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, il y a toujours un champ à découvrir qui nous émerveille. D'ailleurs, pour comprendre gène allumé, gène éteint, ce que j'aime bien, c'est cette image-là. Tu vois, c'est le génome du papillon, qu'il soit chenille ou papillon, c'est le même génome. Et Oui, pourtant, quelle différence entre la chenille et le papillon? Ça n'a rien à clairement. voir. Eh bien, c'est juste une question de gène allumé, de gène éteint. Parce que c'est le même génome à l'intérieur de la chenille et à l'intérieur du papillon. Donc, pour moi, ça illustre bien ce que c'est que les gènes allumés éteints, combien ça peut avoir d'importance dans le comportement et tous les paramètres extérieurs. En fait, tout programme vient d'un programmateur. Et l'ADN, c'est un programme extraordinaire. C'est un logiciel, mais bien plus avancé que tout type de logiciel que nous avons créé jusque-là. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bill Gates. Je pense qu'en logiciel, il est compétent. Donc, il reconnaît que c'est mieux qu'aucun logiciel de Microsoft. Ouais. D'ailleurs, quand tu regardes le correcteur orthographique, moi je trouve que c'est formidable. J'ai fait beaucoup de programmes d'orthographe grâce au correcteur orthographique. Quand je fais une erreur sur un mot, il me le souligne. Donc, ça a été mon prof d'orthographe, ça, le correcteur orthographique. J'ai remercié Microsoft pour ça. Mais en fait, il n'a rien inventé. Quand tu regardes le vivant, eh bien, c'est extraordinaire que ça existe déjà. Typiquement, si par exemple, j'ai un rayonnement solaire qui me traverse, ça déclenche un mécanisme de réparation. C'est comme si ça déclenchait sur ma page, je fais une faute d'orthographe, ça déclenche correcteur de la page et il corrige toute la page. Et parce que j'ai rajouté un S en trop, il me corrige 10 fautes sur la page. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre corps quand il y a des rayonnements, par exemple, qui nous traversent. Eh bien, il va créer un défaut, ça déclenche un correcteur, il va corriger 5, voire 10, 15 défauts, notamment ceux venus du stress oxydant. Et donc, moi, je voudrais surtout pas qu'on m'enlève mon rayonnement interne ou qu'on m'enlève le rayonnement cosmique.
Parce qu'en permanence, ça stimule des gènes de réparation qui vont corriger toutes sortes de défauts qui se sont mis pour d'autres raisons. Hmm. Donc, le corps humain avait déjà des correcteurs orthographiques extraordinaires, infiniment plus puissants que ce qu'on est en train d'inventer. Donc, chaque fois qu'on croit qu'on découvre quelque chose, on se rend compte que la nature avait déjà fait mieux. Alors, si l'ADN, c'est un programme, c'est un message, quelle est la source de ce message? Si le monde biologique est rempli de programmes, qui est le programmateur? Je pense qu'il faut toujours beaucoup de foi pour être athée. Je conclurai en disant que les outils extraordinaires de la science moderne sont de plus en plus en train de mettre à mal le mythe du hasard. La première chose, c'est la complexité irréductible de la vie découverte par les biologistes. À l'époque de Darwin, je te l'ai dit, la cellule, on croyait que c'était un petit sac homogène. Aujourd'hui, on sait qu'une cellule, c'est un monde à lui tout seul, c'est une véritable usine. Et Ouais. si une seule pièce de l'usine n'est pas là, si l'usine, il y a des alimentations électriques dans les mitochondries, il y a des systèmes douaniers qui autorisent certaines molécules, l'ARN ou d'autres, à passer à des moments et à pas passer à d'autres. Il y a des systèmes de correction, il y a des systèmes de réparation. Il y a énormément de fonctionnalités. Si une seule ne marche pas, la cellule se suicide, la cellule meurt. Donc, c'est impossible que la cellule se construise sur des millions d'années. Parce que si tu fais une cellule où il manque une petite partie, elle meurt, elle ne peut pas vivre. Du coup, c'est tout d'un coup où ça n'existe pas. Donc, c'est ça qu'on appelle la complexité irréductible de la vie. Et d'ailleurs, il y avait un DVD qui a été fait il y a déjà pas mal de temps qui s'appelle Déchiffrer les mystères de la vie. Et les auteurs de ce DVD, c'était des gens qui étaient évolutionnistes et qui, en découvrant cette complexité irréductible, ont changé d'avis et ont été un peu à l'origine de ce qu'on appelle l'intelligent design, le dessin intelligent, en disant non, ça ne peut pas être par hasard, il y a un concepteur, il y a un être suprême. Alors, ce n'est pas pour autant des chrétiens, mais c'est des gens qui reconnaissent que c'est pas possible que ça vienne par hasard. Une seule protéine, 10 puissance 130 combinaisons de 20 acides aminés. Tu vois. Donc, c'est pas autant que l'ADN où là c'était. Mais rien qu'une protéine, c'est un nombre de combinaisons tellement élevé, ça ne peut pas venir du hasard. Alors, on avait vu l'autre fois les conditions extraordinaires du Big Bang, l'unicité de la Terre au milieu du système solaire avec tous les paramètres adaptés à la vie humaine. Aujourd'hui, il faut beaucoup de foi pour croire encore au hasard. Si tu te balades dans la forêt amazonienne, tu marches des jours et des jours, on te dit personne n'est venu là, tu es une terre vierge, etc. Et tout d'un coup, tu arrives à une maison avec une piscine, une Mercedes dans le garage, et on te dit que c'est par hasard, tu vas avoir quand même beaucoup de doutes, hein. Parce que tu diras non, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a construit, et puis même quelqu'un qui avait des gros moyens, vu la baraque que c'est. Donc, aujourd'hui, on voudrait nous faire avaler que ce qui est infiniment plus compliqué qu'une maison, une voiture ou quoi que ce soit comme ça, peut être fait par hasard. Clairement, il y a un auteur qui est derrière. C'est pareil, on peut donner l'exemple d'une explosion d'une imprimerie, c'est des vieilles imprimeries d'avant qui étaient faites avec des lettres en plomb. Tu mets une bombe dans les boîtes rangées de A, de B, de C, etc. Et puis tu sors 200 volumes d'une encyclopédie parfaitement ordonnée, aucune chance. Eh bien, Hmm. en comparaison, la probabilité que l'ADN soit par hasard, elle est infiniment plus faible que ça. Alors, si tu veux, on peut finir avec un petit truc fun. Je te mets un petit diaporama que je mets pour les jeunes. Mais moi, j'aime bien, je suis un grand enfant, j'aime bien les choses pour les jeunes. On peut le regarder 2 minutes. Tu vois ce poste de pilotage Oui, d'un bel avion. oui. Ça suppose un savoir-faire, une technicité pour réaliser une pareille merveille. Si quelqu'un osait dire que cet avion et son poste de pilotage n'ont pas été fabriqués, mais qu'ils sont apparus comme ça, magiquement, par une succession de hasards, je suis sûr que les agents de Boeing ou d'Airbus, ils tordraient du nez. Hein, tu vois leur réaction. Alors, on va en examiner quelques-unes de ces merveilles. On regarde la complexité, mais aussi la beauté, parce que c'est rare que le hasard passe à la fois la complexité et la beauté, l'équilibre, l'harmonie. Le génie scientifique est couplé à un génie artistique, Hmm. créatif, extraordinaire. Alors, par exemple, ça, tout le monde est d'accord, c'est une création. Ce dernier robot, là. Mais on voudrait te faire croire que ça, c'est juste un hasard de la nature.
ça me paraît difficile, si tu crois que ça c'est une création, croire que ça c'est juste un hasard de la nature. Là, tout le monde sait que c'est une création, nos transistors. Mais on devrait nous faire croire que le cerveau, c'est juste un hasard de la nature. Là, Hmm. je n'ai pas le temps de détailler le nombre de connexions neuronales, mais c'est extraordinaire. Il y a plus de connexions neuronales que de soleils dans une galaxie. Ça, tout le monde sait que c'est une création. Et ça serait la nature qui, après des millions d'années, aurait produit ça par hasard. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Ça, on est tous d'accord que c'est une création. Et ça serait des années d'évolution pour faire apparaître ça de nulle part. Ça, c'est une foi que j'ai pas. Ça, on est d'accord que c'est une création. Mais il y a un chercheur chinois qui a écrit une publication, il essayait de fabriquer des robots de la main. Et il n'y arrivait pas à avoir toutes les sensibilités, le toucher, la sensibilité. La main a une capacité de préhension extraordinaire, une capacité de caresser, de sentir la chaleur, la température, la rugosité. Et il disait finalement, un papier, c'est un Chinois disant, comme la main est comme le créateur a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un grand journal scientifique qui a été obligé de retirer le papier parce qu'il y avait le mot créateur. Et on lui a imposé de le retirer. Pourtant, tout athée qu'il était, quand il essayait de reproduire la main, il disait, il y a tellement de fonctionnalités extraordinaires dans une main, et combien c'est difficile d'essayer d'en reproduire, ne serait-ce qu'une toute petite partie. Ça, on est tous d'accord, c'est une création. Et ça serait des années d'évolution, sans qu'il y ait aucun créateur. Ça, on est d'accord que c'est une création, mais ça joue petit par rapport à ce que notre Dieu nous fait pour nous éclairer, nous illuminer et nous éblouir les yeux. Ça, bien sûr, c'est une création, mais ça n'arrive pas à la beauté, l'expression, la vie qu'il y a dans l'original. Il y a tellement plus, si on veut bien le regarder. Ça, on est d'accord que c'est une création. Et ça serait juste un hasard de la nature. Après 4,5 milliards d'années, les atomes auraient fini par faire ça. Moi, j'ai pas cette foi pour être athée à ce point-là. Ça, c'est une création, bien sûr, mais l'original, c'est un hasard de la nature. Ça, c'est une création, et ça serait juste produit par hasard. Notre Dieu non seulement a mis un ADN génial au niveau technique, mais avec une créativité, une émotivité, une beauté qui va bien au-delà de la technique. Ça, c'est une création formidable. D'ailleurs, quand elle a été créée, on a dit à Edison, à quoi ça sert ton truc? Ça sert à rien. C'est-à-dire, tu avais inventé un truc qui sert à rien. Effectivement, les gens avaient raison. Il n'y avait pas de courant électrique qui arrivait dans aucune maison à cette époque. Donc, ça servait à rien. Mais pourtant, quelques décennies plus tard, tout le monde avait une ampoule chez lui. Et ça a révolutionné plein de choses. Et alors ça serait le hasard qui aurait mis presque 10 milliards d'années pour passer du Big Bang à ça, juste par des forces qui auraient fini par s'arranger sans créateur derrière. Difficile de croire ce narratif. Ça, c'est une création. Ça serait un hasard de la nature, alors que nos meilleurs aviateurs n'arrivent pas à faire de vol géostationnaire. Mais eux, Hmm. les colibris y arrivent. Alors voilà, je voulais rendre grâce à Dieu, le grand, l'intelligence suprême, le créateur de toute chose, qui a fait l'ADN et qui a manifesté son génie qui nous émerveille en créant tout le vivant avec une intelligence, une beauté extraordinaire. Et je vais m'arrêter là. Ça marche. Moi, j'aurais juste envie de t'embêter un tout petit peu pour finir. Tu nous as montré à quel point la création est merveilleuse. Tu nous as montré à quel point l'ADN
et, euh, et complexe, et à quel point on est en train petit à petit d'apprendre à le découvrir. Et du coup, c'est une question qui est un peu plus éthique. Comment tu le vois, les évolutions scientifiques et notamment les outils comme CRISPR-Cas9 qui nous permettent de commencer à jouer aux programmeurs? Alors, Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça t'enthousiasme? je dirais que tout est bon et tout est mauvais. C'est le cœur de l'homme la clé. L'électricité peut être bonne, peut être mauvaise. Le nucléaire peut être bon, peut être mauvais. C'est ce qu'on en fait qui change et c'est pas la nature. Donc, d'avoir des outils qui permettent de couper le génome, de greffer des gènes, de greffer des parties, ça peut être une avancée pour essayer de guérir des maladies génétiques. Et ça peut être quelque chose pour réparer. Réparer quand le péché, la maladie, la mort, toutes sortes de traumatismes ont cassé finalement le vivant. Donc c'est quelque chose qui, si mon bras est cassé, tout système qui m'aide à le restaurer dans sa condition initiale, c'est quelque chose de positif. Maintenant, si maintenant je me sers de ça pour essayer à l'apprenti sorcier et de vouloir jouer sur le logiciel de la vie, pour moi, je franchis un pas dans lequel je vais me détruire. Typiquement, je vais être assez cash sur certaines choses, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je pense que typiquement, les vaccins qu'on a voulu nous imposer avec des ARN messagers, ça franchit un seuil où on commence à bidouiller notre génétique. Et là, dans un premier temps, on ne va pas parler que ça touche encore sur l'ADN, même si pour de vrai ça y touche aussi, mais c'est au deuxième ordre. Dans un premier temps, ça touche sur l'ARN. En forçant notre corps, on va décider que nous, on sait mieux que Dieu comment doit fonctionner notre système immunitaire. Et on va forcer notre système immunitaire, tu dois faire ci et pas ça. Hmm. Le résultat, c'est qu'en général, on le force à faire un truc sur un virus qui est plus là depuis 6 mois, et on l'affaiblit sur tous les autres sur lequel. Donc, en voulant faire mieux que Dieu, chaque fois, on a détérioré. Et aujourd'hui, il y a énormément de données qui montrent que on a affaibli les gens vaccinés sur plein d'autres choses. Il y a des développements de zona, par exemple, qui étaient sous contrôle. Les gens qui avaient eu un zona jeune, en fait, tu le gardes toujours, ton zona, mais ton corps a réussi à prendre le dessus, à le mettre sous contrôle. Et en détraquant ton système immunitaire, moi, par exemple, j'ai une voisine qui a failli mourir d'un zona à 60 ans. Parce que ça a repris, et quand tu es moins jeune, ça peut être beaucoup plus virulent. Elle a eu plein, plein de problèmes, mais le nombre de choses comme ça. Donc, le vouloir bidouiller, faire mieux que Dieu, pour moi, c'est franchir un pas. Donc, le bon usage de ces ciseaux à gènes, si c'est pour réparer le vivant et le remettre comme Dieu l'a fait, essayer de réparer ce qui a été cassé, je suis pour. Si c'est pour se prendre pour Dieu et prétendre faire mieux et bidouiller le logiciel du vivant, je pense qu'on joue vraiment à l'apprenti sorcier et qu'on va aller de déconvenu en déconvenu. Ça marche. Merci beaucoup Étienne, pour tous ces éclairages et cet émerveillement de la création. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, David. Merci beaucoup, Étienne. À bientôt, les amis.